Hélène Buzetti, Paul Journet, Chantal Hébert, bonsoir. 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 Alors ça, on peut dire que c'est un des signes véritables de la rentrée politique. Ce Conseil des ministres un peu partout au Canada, c'est à Halifax cette année. Évidemment, il a été question du leadership de M. Trudeau parce que, poussé par ce qui se passe aux États-Unis, beaucoup de journalistes ont dit « Est-ce que ça ne vous a pas inspiré? » Les démocrates ont changé de chef, ils ont explosé. Je vous fais entendre M. Trudeau, puis on revient tout de suite. Les États-Unis, c'est un pays très différent du Canada. La dynamique politique est différente, là. On est à plus qu'un an des élections ici au Canada. Et le travail que nous faisons, je comprends que vous aimez bien parler politique. Les Canadiens, ça ne leur intéresse pas tellement de parler politique. Ils veulent parler de comment on va aider leur famille. Alors, Hélène, inévitablement, les questions sur son avenir allaient être posées par les journalistes qui aiment la politique, comme il dit. Et inévitablement, la réponse allait être celle qu'on a obtenue. En ces matières, on l'a déjà dit, on reste tant qu'on ne part pas. On n'annonce pas à l'avance ce genre de choses. Ceci dit, je suis assez d'accord avec M. Trudeau que la comparaison canadienne-américaine, dans ce cas-ci, à mon avis, en tout cas, ne tient pas tout à fait. Dans le cas des États-Unis, c'est vrai que le départ de M. Biden a propulsé, en tout cas donné une nouvelle impulsion certainement aux démocrates, mais c'est que là-bas, les démocrates étaient au pouvoir seulement depuis 4 ans. Il n'y avait pas nécessairement une fatigue envers le Parti démocrate. Il y avait surtout une crainte de redonner le pouvoir à quelqu'un qui semblait, ma foi, être à la porte de la sénilité. Dans le cas canadien, on a quand même affaire à un gouvernement qui a au moins 9 ans au compteur. Il y a une fatigue, non pas seulement envers M. Trudeau, mais envers tout le gouvernement libéral. Et à cet égard, moi, je doute que le simple départ du chef là, donnerait une impulsion similaire à celle que Kamala Harris a pu donner aux États-Unis. Je vous amène un autre élément avant de poursuivre, Paul et Chantal. Il y a le 16 septembre une partielle dans la salle Aymar. Est-ce que si l'improbable se produisait, est-ce que là, M. Trudeau devra peut-être revoir son plan, Paul? Autrement, je vais être plus clair, excusez-moi pour les gens. Là, je fais de la poésie. Si les libéraux perdaient dans un autre château fort, allez-y, Paul. Bien, peu importe si M. Trudeau décide ou non de revoir son plan, ce serait plutôt d'autres personnes qui prendraient cette décision pour lui ou qui l'inciteraient fortement à la prendre. Parce que quand on regarde les résultats passés dans cette circonscription, une défaite libérale serait catastrophique. D'autant plus que les conservateurs étaient 4e dans le passé, même si on s'attend à ce que leur vote augmente, ils ne sont pas une menace. Ça laisse qui? Ça laisse le Bloc québécois, qui est habituellement en territoire hostile dans le sud-ouest de l'île de Montréal, ou les néo-démocrates qui accumulent les défaites dans les élections partielles et les reculs depuis 2015, particulièrement au Québec. Donc, ce n'est pas une circonscription que M. Trudeau peut se permettre de perdre et on se demande quelle serait la marge de manœuvre d'une victoire. Là, on veut aussi quand même une victoire avec un minimum d'avance, mais on a compris que M. Trudeau veut rester. Puis les autres voix, elles se font peut-être entendre en privé, puis elles vont se faire entendre de plus en plus advenant un résultat décevant, voire une défaite. Parce que Chantal, 1, tremblement de terre, c'est une chose. Saint-Paul, 2, c'est difficile de rester debout peut-être, Chantal. Oui, Toronto-Saint-Paul, les libéraux, ou en tout cas l'entourage de M. Trudeau, pouvaient dire qu'il y a à peu près 700 voix de différence. Ce qui a fait la différence, c'est probablement le mécontentement de la communauté juive. Mais en faisant ça, on fait abstraction d'une baisse de 8 points, ce qui est quand même relativement conséquent. Mais on n'a pas une explication comme ça pour la salle Aymar, Verdun, etc. Au contraire. Et là, la question, c'est pas grave à qui les libéraux perdraient. Moi, j'exclus pas que le Bloc profite de la division du vote fédéraliste dans cette circonscription-là. Pas plus que j'exclus l'idée qu'il y ait assez d'électeurs qui sortent pour le NPD. Mais dans un scénario ou dans l'autre, c'est pas grave qui gagne. Si les libéraux perdent, ça veut dire qu'il reste à peu près combien de sièges sûrs pour le Parti libéral au Canada après ça? 2. Ça se compte à 2 douzaines peut-être. Et là, j'essaie d'être généreuse. OK. Donc, vous êtes d'accord, Hélène, Paul et Chantal, si la salle Aymar, ils échappent ça, là,
l'histoire reprend la feuille. Là, on est devant une feuille blanche. Chantal, juste compléter ça, puis retour de table. Et de la même façon, si Jack Meeting n'est pas capable de garder son siège manitobain et qu'il ne gagne pas la Salle-et-Mort-Verdun, ça vaut pour lui aussi. Oui, parce qu'il y en a une autre cette journée-là, vous avez raison. Paul, je veux synthétiser donc sur le calendrier pour les gens. La Salle-et-Mort, c'est un rendez-vous important, là. Oui, 16 septembre, la même journée que la rentrée parlementaire. C'est le gouvernement qui avait le choix de la date de l'élection partielle. Il a attendu le plus longtemps possible. Sa stratégie, ça ressemblait à celle de se croiser les doigts et d'espérer que son adversaire trébuche et qu'il y ait une embellie dans les intentions de vote. Mais on voit que ça ne se passe pas, et ce, malgré toutes les annonces qu'on a vues au printemps dernier, le striptease budgétaire, souvenez-vous, les annonces en logement, etc., impact faible ou nul sur les intentions de vote. Comme si les électeurs n'écoutaient plus ce discours-là. Même qu'il soit bon ou mauvais, ça ne change rien. Hélène? Il n'y a pas de doute que s'il y avait une défaite dans Verdun, ça serait un cataclysme, mais je ne pense pas quand même que ce serait suffisant pour que M. Trudeau parte, ne serait-ce que parce que, d'un point de vue temporel, là, la fenêtre se referme, ça serait très difficile d'avoir une course au leadership, etc., d'ici le prochain scrutin. Mais surtout, je reviens à ce que je disais par rapport à la comparaison avec les États-Unis, ce dont le Parti libéral aura besoin après le mandat de M. Trudeau, qui se termine bientôt ou dans quelques années, c'est d'une refondation, c'est de revenir peut-être à quelque chose d'un petit peu plus centré. Il va falloir prendre ses distances d'avec le bilan de ce gouvernement-là, et ce n'est pas quelque chose, je pense, qu'un nouveau candidat aurait le temps de faire, ni la crédibilité vraiment de faire en quelques mois avant la prochaine élection. Bon. Alors, on verra, mais juste une dernière note là-dessus. Chantal disait la division du vote fédéraliste, c'est qu'actuellement, il n'y a pas beaucoup de sondages. Il faut être très, très prudent dans les sondages d'une circonscription, mais le Parti libéral est un peu en avance. Le Bloc est deuxième, le NPD troisième, mais c'est presque un tiers, un tiers, un tiers. Là. Donc, bien malin. Là. Dans un cas comme ça, à 3, le 3 peut gagner. Là. Parlez-en à Stéphane Dion. OK. Mais, non, mais si le Bloc, j'ai cru comprendre, fait un rallye dans cette circonscription, c'est probablement parce que tout à coup, ces chiffres lui disent « Coudonc, on a peut-être une chance de prendre cette circonscription-là. » Intéressant. Celui qui attend le lendemain de l'élection pour annoncer qu'il part, c'est peut-être pas Justin Trudeau. On verra s'il a le choix ou pas, M. Trudeau, mais c'est Pablo Rodriguez. On va écouter un certain nombre. M. Trudeau sur Pablo Rodriguez, M. Champagne qui lui a dit non au PLQ sur Pablo Rodriguez et Pablo Rodriguez sur Pablo Rodriguez. J'apprécie toujours tout ce qu'il a à offrir en service. J'apprécie ses longues années de service. J'apprécie son amitié et que j'espère toujours qu'il va continuer de livrer pour les Canadiens. Je suis bien content de l'avoir à mes côtés. Tout le monde va faire leur propre choix, mais moi, mon choix et le choix de la grande majorité de mon équipe sera toujours de livrer pour les Canadiens et c'est ce qu'on fait. J'ai été très clair que je fermais cette porte-là du Parti libéral du Québec. Je l'ai toujours dit, ça prend des voix fortes du Québec à Ottawa pour faire avancer le Québec et faire avancer l'entièreté du pays. Alors moi, j'ai été clair là-dessus. Je vais me voir lorsque j'ai des choses à dire. C'est jamais la cassette. Pour l'instant, j'ai rien d'autre à ajouter. Fait que je commencerai pas à faire la cassette ou d'inventer des trucs. Je suis pas comme ça. Vous aimeriez pas ça, j'aimerais pas ça non plus. Il dit, quand j'aurai des choses à dire, je vous parlerai. On peut comprendre, c'est gênant de partir avant une élection partielle. Paul, est-ce que dans votre esprit, ou en tout cas selon ce que vous savez, c'est réglé? Ben, à peu près réglé. Une non-réponse, c'est souvent un début de réponse. Et ce que M. Rodriguez disait, en gros, c'était « Ne me forcez pas à mentir parce que je ne peux pas vous dire la vérité. En fait, je ne peux rien vous dire. Mais s'il ne peut rien dire, c'est peut-être parce que ce qu'il s'apprête à dire, il n'a pas le luxe de le dire tant qu'il est membre de ce gouvernement. Et ce qui rend sa situation encore plus délicate, lieutenant politique du gouvernement Trudeau au Québec. Donc, c'est lui l'émissaire du gouvernement fédéral auprès du gouvernement caquiste. Et dès le moment où il devient un adversaire déclaré à François Legault, ben ça sape toute sa crédibilité. Mais c'est une situation qui va être intenable, plus à court qu'à moyen terme, je vous dirais, cette ambiguïté-là. OK. Chantal, Pablo Rodriguez, candidat déclaré d'ici quoi, 3 semaines?
D'abord, un premier ministre en position de force qui ne s'inquiète pas d'une partielle ne tolère pas ce genre de réflexion pendant autant de jours. Donc, on ne veut rien faire qui pourrait brasser le bateau en vue de l'élection partielle. Deuxièmement, si François-Philippe Champagne ne s'était pas exclu, je ne suis pas sûr que M. Rodriguez serait encore en réflexion, plutôt qu'en train de dire que son devoir est à Ottawa. Et troisièmement, tout ce qu'on a entendu aujourd'hui va dans le sens d'un départ, sauf que vous et moi, on se souvient que jusqu'à ce que ce soit annoncé, quelqu'un peut toujours changer d'idée. Oui. Chantal me taquine avec Bernard Lord. J'avais fait tout un reportage. Depuis des années. Depuis des années. J'ai fait ça dans ma tendre jeunesse. Pour Le Point, on avait fait 18 minutes, un portrait de Bernard Lord. C'était diffusé le jeudi, il devait l'annoncer le lundi, puis a changé d'idée le dimanche en avion avec Jean Chrétien, puis il n'est pas allé à la chefferie conservatrice. Puis j'ai eu l'air fou, mais c'est comme ça, tout va bien. Hélène, sur Pablo Rodriguez. Oui, alors, pas d'annonce d'ici l'élection partielle. Je pense que le patron en a fait la demande à son ami en lui disant, écoute, tu peux prendre un peu de temps pour réfléchir, mais au moins pas avant cette partielle. T'es le lieutenant, ça pourrait ébranler la dynamique sur le terrain. Donc, d'ici 3 semaines, on va avoir droit toujours à la même réponse, donc pas besoin de reposer la question. Ceci dit, quand même, le choix est pas si évident que ça non plus. C'est bien sûr que ce désir ou en fait cette tentation de peut-être aller voir ailleurs, ça témoigne d'une insécurité par rapport à l'issue de l'élection fédérale de 2025. Donc, on voit bien qu'il y a une côte à remonter pour espérer rester au pouvoir du côté fédéral, mais c'est pas comme si le prix était très verdoyant à Québec. C'est pas comme si, devenant éventuellement chef du Parti libéral du Québec, il avait la certitude de se hisser au gouvernement non plus. Alors, c'est quand même un choix entre 2 options quand même hypothétiques, ou en tout cas qui offrent pas nécessairement beaucoup de facilité à l'horizon. Bon, là, je ne veux pas qu'on joue au psychanalyste, mais comprenez-vous la décision qui est claire, là, c'est non, 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 de François-Philippe Champagne, qui a été courtisé, recourtisé par tous les libéraux du Québec, un à un, Paul? Bien, peut-être que sur le plan personnel, plus vous êtes proche du premier ministre et plus vous êtes important dans ce gouvernement, plus votre défection ferait mal au gouvernement. Et on a vu que Justin Trudeau s'est assuré de la loyauté de ses services en lui demandant de confirmer qu'il se serait un des copilotes de la prochaine campagne électorale. Mais François-Philippe Champagne, là, si on se met dans sa tête, s'il avait fait le saut à Québec, il avait une chance de devenir premier ministre du Québec. Donc, je le crois quand il y a réfléchi. Mais écoutez, ça devient assez personnel à ce moment-là. Est-ce que le fédéral aussi a ses attraits de premier ministre du Québec? C'est prestigieux, mais le fédéral a ses attraits, les voyages sur la scène internationale avec les grands partenaires commerciaux, comme M. Champagne y a goûté. S'il devenait, vous dites premier ministre du Canada, mais là, le chemin est non, plus ardu. Je n'osais pas dire ça, mais dans les 2 cas, c'est 2 maisons à reconstruire. Il faut rebâtir autant à Ottawa qu'à Québec. Oui, Chantal. Monsieur Champagne est un peu un protégé de Jean Chrétien, qui, je crois, l'encourage à rester sur la scène fédérale. Mais d'autre part, je crois vraiment que son intérêt, les dossiers qui l'intéressent le plus, c'est, rappelez-vous combien Jean Charest a trouvé la transition difficile à cause de ça. Les dossiers qui l'intéressent sont à Ottawa plutôt qu'à Québec, dans l'immédiat. Et j'ai l'impression que les deux ont fait partie de sa réflexion, c'est-à-dire peut-être des encouragements de Jean Chrétien qui disait « Tu as des chances de devenir chef du Parti libéral et premier ministre du Canada un jour ». Une grosse tentation, rappelez-vous encore Jean Charest, et l'intérêt pour des dossiers, même comme ministre actuellement. Oui, c'est une tentation qui est difficile à dissiper. Quand quelqu'un a ça, vous parlez de Jean Charest, puis ça a été difficile pour lui la dernière fois. Mais effectivement, Hélène, donc, on se retrouve, on va voir les noms. Donc, Champagne n'y allant pas. Pablo Rodriguez, quelque part fin septembre, s'il dit qu'il y va, il a de bonnes chances quand même. Là, c'est les candidats potentiels, puis les connus, bien, c'est évidemment, on les connaît, Denis Coderre puis M. Milliard, mais il a des bonnes chances, Pablo. Je veux dire, il est dans la course, là. Ah oui, il est certainement dans la course, mais en même temps, c'est pas nécessairement toujours bienvenu que de quelqu'un qui vient du Parti libéral du Canada de débarquer au Parti libéral du Québec. Oui, bon, à un certain moment, tout début de sa jeunesse, je pense qu'il a un peu milité à l'aile jeunesse du Parti libéral du Québec, mais on le connaît davantage pour avoir été président de l'aile québécois, de l'aile jeunesse
du Parti fédéral. Donc, ce transfert-là est pas nécessairement facile et je reviens souvent avec ça, mais au Parti libéral du Québec, on doit reconnecter avec les francophones. On doit peut-être avoir un discours un petit peu plus nationaliste. Et Monsieur Rodriguez aime parfois dire qu'il est très nationaliste, mais il ne s'est pas illustré comme ça. C'est quand même souvent quelqu'un qui va au bâton lorsqu'il s'agit de remettre à sa place le gouvernement Legault notamment, mais remettre à sa place de manière générale le gouvernement québécois lorsqu'il fait trop de demandes ou lorsqu'il se montre trop autonomiste. Alors, il y a quand même tout ce bagage-là qui pourrait peut-être constituer une ombre au tableau pour lui. Je veux qu'on termine en parlant quand même une minute chacun des voitures chinoises. Est-ce que beaucoup de gens ont dit oui, c'était inévitable parce que les Américains l'ont fait, mais le Canada aurait pu choisir une autre voie. Que penser de cette... Chantal, première réponse, de cette décision ce matin? J'ai couvert les négociations dans l'industrie automobile à un autre moment dans ma carrière. Il n'y a pas une industrie automobile canadienne. Il y a une industrie automobile nord-américaine complètement intégrée. Et Stephen Harper pourrait vous en parler, puisqu'il a mis des milliards sur la table au moment de la crise économique en 2008 pour la même raison, alors que ce n'était absolument pas dans l'ADN de son parti. Donc, je pense que l'annonce d'aujourd'hui, la question, c'était pas si elle allait avoir lieu, c'était quand elle allait avoir lieu. Paul. Bien, les pressions américaines étaient énormes, puis le Canada, dans ce genre de dossier-là, il ne l'analyse pas de façon isolée. Il regarde quel serait l'impact sur l'ensemble de ses relations commerciales et de ses relations tout court avec les États-Unis. S'il faisait bande à part, de toute évidence, il a jugé qu'il ne pouvait pas se le permettre. Il y a peut-être deux autres volets. Le Canada est juge et partie en quelque sorte. Quand on subventionne à ce point des projets en Ontario et au Québec, bien, on finit par être protectionniste par défaut. Puis il y a peut-être l'aspect aussi sécurité, espionnage, protection des données. Mais je dois quand même souligner le fait qu'on a des cibles de fin de vente de véhicules électriques à essence à partir de 2035. Puis les fournisseurs sont incapables de suffire à la demande en ce moment. Ça ne s'améliorera pas et ce n'est pas une décision qui va aider. Oui, il y a d'ailleurs beaucoup de voix s'élèvent, enfin beaucoup, un certain nombre de voix, puis ça risque de s'amplifier. C'est pour dire que 2035, c'est irréaliste, mais ce sera pour un autre panel. Hélène, sur la surtaxe de 100 %. Oui, c'est sûr que lorsqu'on investit aussi massivement dans notre industrie automobile électrique, comme on le fait dans la dernière année et demie, qu'on veut un peu se protéger. Paul parlait de la pression des États-Unis. Oui, il y avait aussi une pression politique interne. Le chef du Parti conservateur, Pierre Poilievre, qui était sorti en disant « Moi, si je suis premier ministre, je vais imposer des tarifs. » Parce que dans l'électorat conservateur, c'est très gagnant de s'attaquer aux Chinois, à la Chine. Ceci dit, il faut quand même appeler un chat un chat. On parle de protectionnisme ici. On fait en sorte qu'on bloque l'accès à nos marchés à des voitures électriques chinoises potentiellement moins chères, des voitures électriques qui demeurent très dispendieuses quand même en Amérique du Nord. Et je remarque aujourd'hui le chef conservateur québécois, Éric Duhaime, qui est sorti en disant qu'il s'opposait justement à cette cible de 2035 pour 100 % des ventes de véhicules électriques. Et pour quelle raison? Précisément pour celle-là, il disait les voitures électriques demeurent trop chères. On ne peut pas imposer cette cible. Il y a des familles, des gangs petits qui ne seront plus capables d'avoir un véhicule. Alors, il faut aussi voir que cette façon de tenir à l'écart la Chine fait en sorte qu'on protège une industrie qui est peut-être pas aussi productive qu'elle pourrait l'être. J'ai lu un peu là-dessus aujourd'hui. On nous disait que oui, les subventions chinoises contribuent beaucoup là, à baisser les prix, mais aussi qu'il y a peut-être plus de productivité aussi de leur côté. Il faudrait peut-être envisager ça aussi. Très bien. Hélène, Paul, Chantal, bon début de semaine. À très bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.